That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de trois livres qui ont été édités en 2015, respectivement en 2015, 2017 et 2019. Les trois livres sont édités chez Rouche Profond. Les voici. Alors, d'un premier temps, L'homme invisible de James Wells Sauty pour une terreur figuratif, L'étrange créature du lac noir au Bad pour une zoologie des images, et Nous resterons pour vivre et mourir avec les loups-garous. C'est le film de George Wagner. Ces trois livres ont la particularité d'avoir été écrits par le même auteur. Il est là aujourd'hui avec nous, c'est Jean-Michel Durafour. Comment allez-vous ? Bonjour Samir, écoutez, ça va très bien, et vous ? Très très bien, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve sur cette chaîne. Vous étiez déjà venu il y a quelques mois pour discuter d'un livre, d'un ouvrage collectif que vous co-dirigez avec José Moore. Et voilà, donc vous pouvez même retrouver dans la chaîne cette vidéo. Je vous rappelle quand même que vous êtes agrégé de philosophie et professeur en cinéma à l'université Aix-Marseille. Alors aujourd'hui, ces trois livres qui font partie de l'univers, ce qu'on a appelé l'univers Universal Monster. Avant de commencer à parler, j'ai envie de vous dire du style, de l'intériorité de ces trois livres, je voudrais juste vous poser la première question, qui est très basique, très très simple, juste pour que celles et ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore lu les livres puissent comprendre un peu pourquoi ces trois personnages, pourquoi ces trois films, quel est le rapport que vous entretenez avec ces trois films. Alors, il y a plusieurs questions dans votre première question, qui n'est pas si simple en fait. Les rapports que j'entretiens au film, ce sont d'abord des rapports de cinéphiles, de spectateurs, d'amateurs du genre, de la science-fiction hollywoodienne, du fantastique hollywoodien entre les années 30 et la fin des années 50. Il y a là un réservoir de formes, d'images qui m'a toujours passionné et que je trouve très souvent plus intéressant à titre personnel, d'explorer pour ma propre réflexion, ou pour essayer de penser ce que c'est que le cinéma, que des territoires qui sont plus arpentés ou entre guillemets plus nobles, du cinéma d'auteur. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et après, pour ce qui est des livres plus précisément, l'idée d'une trilogie est venue en fait plutôt au fil de l'écriture. Au départ, il y avait un seul ouvrage, le premier, et puis c'est en discutant avec mon éditeur, Viastic, qui avait été emballé par ce premier texte, que est venue l'idée d'une trilogie, enfin nous disons de saisir trois monstres, trois figures cinématographiques très, très différentes les unes des autres, pour essayer de dire quelque chose du cinéma à partir de ces trois figures, à chaque fois dans un livre différent. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est assez... la première fois quand on commence à lire les trois livres, enfin, plutôt le premier, en l'occurrence, celui sur L'homme invisible de James Wells, et vous le dites dès le départ, ce qui est intéressant, enfin me concernant, ce qui a été intéressant, c'est de savoir que on va pas forcément rentrer dans un livre de souvenirs, de connexion, de résonance avec ce qu'a été le cinéma, ce que vous aviez été comme enfant. Non, c'est différent, c'est que vous vous appropriez ce film et vous en donnez non pas forcément une interprétation personnelle, mais c'est vraiment un essai littéraire, dans le sens c'est de la littérature, c'est-à-dire que il y a un style qui est assez particulier, qui est même parfois très drôle, et vous avez comme ça une manière de reprendre vraiment l'origine du film pour l'emmener ailleurs, vers quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire quand on lit des essais de cinéma autour de films de cette période-là. Ouais, tout à fait. Ça faisait partie du projet d'écrire trois textes qui, alors tout en étant stylistiquement assez différents les uns des autres, ont quand même tous la particularité, effectivement, comme vous dites, d'avoir une dimension
alors littéraire, je ne sais pas, mais disons une recherche stylistique, quelque chose qui se passe aussi dans l'écriture, pour essayer de ne pas simplement parler d'un film, mais aussi si je puis dire, d'écrire filmiquement, de proposer une manière d'écrire qui soit en résonance avec le film. Et dans le cas de L'Homme invisible, puisque vous parlez de ce livre-là, d'abord, c'est vrai que j'ai essayé, alors j'y suis sans doute pas arrivé complètement, évidemment, c'est sans doute le sort de toutes ces entreprises-là, mais j'ai essayé d'écrire aussi, enfin, d'avoir un style un peu méandreux, peut-être parfois un peu disons, un style qui tourne autour d'une image que justement on ne peut pas voir. C'est-à-dire que dans la mesure où l'invisibilité de cet homme en tant que tel, hein, évidemment, quand il est nu, quand il est absent de l'image, fait qu'on ne peut pas se diriger sur lui comme sur quelque chose que l'on peut repérer ou que l'on peut facilement identifier. Donc, je tourne un peu autour de lui comme pourrait le faire un animal, et j'essaye de l'enserrer, de l'enfermer, un peu comme ce qu'essayent de faire les policiers dans le film lui-même. Hein. On essaye comme ça de le prendre dans des filets pour l'attraper. Et c'est vrai que je dégaine des filets qui, oui, sont peut-être parfois pas toujours très coutumiers des essais en cinéma, ou du moins en histoire du cinéma, c'est-à-dire la philosophie, la phénoménologie plus particulièrement, ou la théologie, l'histoire de la radio, même parfois aussi l'histoire de l'informatique avec Alan Turing. Enfin voilà, j'essaye de cerner ce que c'est que cette invisibilité-là par des leviers à la fois spéculatifs et littéraires qui sont parfois très, très distants. Et c'est ce que j'ai voulu rechercher aussi, c'est cette manière de dérouter le lecteur qui est aussi une espèce de transcription, de traduction de ce que fait L'Homme invisible pour le regard. Et effectivement, le livre commence par quelque chose qui est un peu désorientant, puisque ça commence par des réflexions sur l'archéoptérix chez Calvino ou sur Melville, qui apparemment sont très éloignés du film, mais qui me permettent d'y accéder par un certain nombre de détours qui sont pour moi en fait le droit chemin pour arriver à ce que j'essaye de cerner et qui est insaisissable. Mais ça peut aussi nous éloigner, nous, lecteurs, de cela. Mais dès le début, vous posez non pas si une espèce de règle du jeu, mais qui n'est pas avouée. C'est que c'est un peu basique ce que je vais dire, mais bon, L'Homme invisible, donc ça veut dire qu'il faut aussi changer le regard sur ce film. Et pour changer le regard, il faut aussi accepter d'autres déclinaisons. Et c'est vrai que je vous avouerai que dans un premier temps, j'avais été un peu déstabilisé par les propositions que vous me donniez. Et en fait, c'est à partir du moment où je comprends que on est dans une réinvention du regard par rapport à ce film, qu'il faut effectivement essayer d'accepter cela et de voir jusqu'où ça peut amener. Est-ce que les films, alors vous pourrez rebondir sur ce que je viens de vous dire, mais juste j'en profite, les 3 films que vous avez choisis, est-ce que qui vous permettent ensuite non pas de les essorer, mais de les utiliser pour parler d'autre chose, donc du regard, de la figure, etc. Est-ce que c'est aussi des liens, c'est pas des films qui ont été choisis au hasard, j'imagine. Est-ce que c'est un lien aussi avec l'enfance, avec vos origines de votre cinéphilie? Oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est des films que j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas non plus complètement dupe, j'en connais les limites
notamment pour le dernier, dans lequel je parle en fait de beaucoup de films de loup-garou, donc il est un peu différent des deux précédents qui sont vraiment focalisés sur un seul film. Donc il y a là-dedans des films évidemment qui sont très, très médiocres, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a là-dedans une passion d'abord, inévitablement. Je crois qu'on écrit d'abord sur les films qu'on aime pour de mauvaises raisons. Après, c'est vrai que chaque film correspond aussi à quelque chose qui vient de ma propre histoire et que je me permettrai de pas nécessairement dévoiler, mais bien sûr, je crois profondément au fait que à un moment donné, si vous voulez, on ne peut vraiment s'intéresser qu'aux films qui nous touchent, qui éveillent quelque chose en nous et qui nous font penser. Une des choses aussi qui participe peut-être de cette désorientation dont vous venez de parler, c'est que ces trois livres, ce sont pas des livres dans lesquels on trouvera beaucoup de connaissances en termes cinématographiques sur les contextes de tournage, l'histoire du cinéma de genre, ces choses-là, même s'il y a évidemment des informations, même si c'est ce qu'on recherche d'abord, on reste un peu sur notre fin. Ce qui m'intéresse personnellement, et les livres essayent de proposer une version matérielle de cet intérêt intellectuel, c'est pas tellement de connaître, c'est de penser. Ce qui me plaît dans les films ou dans les livres que je lis, c'est ce qui me permet de pouvoir penser après eux et d'après eux aussi. Voilà, donc j'aime ces films aussi parce que c'est des films qui sont pas nécessairement très bien finis, très bien, vous voyez, qui n'ont pas cette espèce de perfection, qu'on peut trouver dans les grands chefs-d'œuvre, mais justement, il y a des lignes de fuite, il y a des chemins d'évasion, il y a des choses qui se tirent et qu'il nous appartient à nous ou pas de prolonger. Et j'ai voulu écrire des livres qui soient un peu dans ce ton-là, c'est-à-dire que je mise sur le lecteur pour en fait qu'il continue sur le chemin que moi j'esquisse en montrant un peu quelques voies, mais que je laisse aussi délibérément, très largement non défrichés. Et c'est les livres que j'aime aussi, ces livres-là. C'est des livres qui nous invitent à les prolonger une fois qu'on les a refermés et pas simplement à les poser dans la bibliothèque au milieu des autres livres. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec ces livres-là, de manière très différente dans les trois, parce qu'effectivement, les trois livres ne sont pas identiques en fait dans la démarche. Le livre sur l'homme invisible, essaie de cerner cette question de l'invisibilité, qui est une question centrale du cinéma, notamment par la question du hors-champ, mais par bien d'autres questions. La différence notamment entre ce qui est visible et ce qui est visuel. L'homme invisible n'est pas visible, mais il est extrêmement visuel, et par des stratégies qui sont proprement cinématographiques. Donc j'essaye de cerner cette invisibilité-là en essayant de l'encerclant, comme je disais tout à l'heure, par d'autres discours dans lesquels l'invisibilité joue un rôle important, que ce soit dans la philosophie de la perception, que ce soit dans la théologie, que ce soit dans l'histoire de la radio, ou dans d'autres discours. Et le second, le deuxième tome, par exemple, lui, il travaille un peu différemment, puisque à partir d'une perspective unique, qui est en fait plutôt une lecture iconologique du film, j'essaye de le faire un peu consteller vers d'autres images avec lesquelles peut-être on ne l'aurait pas nécessairement rapproché
voilà, au premier abord. Donc là, c'est plutôt vers les images que ça se disperse à partir d'un discours unique. Voilà, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe dans le premier tome. Et le troisième tome, c'est encore autre chose, quelque chose de plus autobiographique, de plus confessionnel, puisque c'est le sous-titre du livre, Confession théorique. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse qui peut-être n'avancera pas le débat, mais c'est des trois, c'est mon préféré. Voilà, c'est en tout cas il y a un travail sur votre effectivement sa subjectivité qui est assez passionnante et qui est aussi déroutant quand on a lu les deux premiers et quand on s'attaque au troisième, on est un peu dérouté parce qu'on s'attendait pas à ce traitement-là. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que vous évoquiez dans le deuxième tome. Je rappelle Étranges créatures du lac noir. D'ailleurs que j'ai revu hier pour préparer l'entretien et j'avais complètement là aussi c'est une autre digression que je me permets, j'avais complètement oublié ces scènes filmées aquatiques qui sont juste extraordinaires. Je veux dire, quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire que elles auraient pu être faites aujourd'hui, elles n'ont pas perdu cette beauté incroyable. J'avais complètement oublié ça. Je sais pas, j'aurais voulu en parler quelques secondes avec vous de cela, mais je sais pas si, j'imagine que vous vous en souvenez très bien, mais j'avais moi vraiment oublié cette puissance visuelle pour le coup dans ces quelques scènes-là. Je les ai trouvées fascinantes. Alors je sais pas si c'est le noir et blanc qui renforce cela, mais c'est incroyable, incroyable. Oui, il y a ça. Je pense qu'il y a un peu de ça dans tous les films dont je parle. Alors effectivement, dans le dernier tome, il y a des films de loup-garou qui sont très récents et qui échappent à cette qualification-là. Mais c'est vrai que, au moins, avec L'homme invisible de Well, L'étrange créature du lac noir d'Arnold ou Le loup-garou de Wagner, il y a cette poésie de l'artisanal. Moi, je trouve ça extraordinaire, justement. C'est-à-dire que c'est des images qui déjà, à l'époque, voilà, étaient très insatisfaisantes, enfin, bon, qui sont très largement bricolées, qui sont parfois même, d'ailleurs, assez fauchées. Alors, c'est pas le cas, bon, pour ces films-là, mais dans les films de loup-garou dont je parle, il y en a beaucoup qui sont voilà, des productions avec très peu de moyens. Et il y a une sorte de... Il y a là-dedans, mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a une sorte de poésie de l'inachevé. Vous voyez, et c'est des films que, à titre personnel, voilà, moi je préfère largement à tout ce que le numérique peut pourvoir en ambition et en remplissage du regard aujourd'hui. Voilà, donc c'est... Il y a beaucoup de suggestions dans ces films-là, il y a beaucoup de litotes. Je pense aussi que cette fascination dont vous parlez, ça vient de ce que justement, il y a une très grande place qui est laissée finalement au spectateur et à la spectatrice pour qu'ils remplissent, en fait, pour qu'ils comblent, pour qu'ils complètent des images qui ne sont finalement que des amorces, qui ne sont que des départs de feu. Et ensuite, c'est au spectateur d'y venir avec son imaginaire, ses fantasmes, ses souvenirs, sa poétique. C'est des films extrêmement beaux, je trouve, dans la mesure où, en fait, ce qu'ils photographient, avant que ce soit quelque chose qui se passe devant la caméra, c'est aussi, finalement, notre mémoire, nos émotions, nos affects. Et c'est pour ça que ce sont des films tout à fait passionnants pour en parler. Et c'est la raison pour laquelle, justement aussi, si on revient sur une de vos premières questions, disons que mon projet, c'était justement de ne pas les enfermer dans une écriture académique qui les objectivise ou qui les réifie. Voilà, alors peut-être que c'est pas tout à fait réussi, mais disons que c'était le projet, ça, c'était d'avoir cette espèce disons, de proximité, d'affinité entre le film et la manière dont j'en parle, sans tomber dans une espèce de mimétisme
voilà, qui auraient été puériles ou sans intérêt. Mais voilà, c'est cet équilibre-là très difficile que les livres essaient de tenir un peu sur une ligne de crête sans basculer d'un côté ou de l'autre et sans se casser la figure. Toujours dans le livre autour de l'étrange créature du lac Noir, c'est-à-dire Obad, pour une zoologie des images qui a été édité en 2017, vous écrivez un moment, tout au début du livre, vous dites que finalement c'est un être qui est regardé comme un problème visuel. Ça peut aussi s'adapter pour l'homme invisible, entre parenthèses, mais aussi pour le loup-garou. Et j'aime bien, moi, ce rapport au problème visuel, parce que finalement, ça a aussi, qu'on le veuille ou non, une résonance avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ce rapport avec le problème visuel est quelque chose de très important dans les trois livres. Est-ce que c'est un élément qui, pour vous, a été une évidence très vite, le fait que ces êtres-là, finalement, sont regardés parce que c'est un problème visuel? Oui, tout de suite, parce que c'est ce qui m'intéresse, en fait, dans les films. C'est-à-dire, enfin, ou du moins, peut-être pas comme spectateur tout le temps. Voilà, en tant que spectateur, j'aime beaucoup de films très différents. Mais disons que comme théoricien, voilà, pour employer un gros mot, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire c'est les images dans lesquelles justement le cinéma construit figurativement quelque chose qui ne lui préexiste pas, voilà, qui ne se contente pas d'enregistrer, mais qu'il met en place par voilà, l'ensemble des moyens qu'il a à sa disposition, le cadrage, le montage, etc. Et à chaque fois, ce qui est très intéressant pour moi dans ces trois figures-là, que ce soit l'homme invisible, l'homme poisson ou le loup-garou, c'est que ce sont des êtres qui mettent en abîme quelque chose de la complexité de ce que c'est que les images. Voilà, de ce que c'est que regarder, de la part d'invisible qu'il y a dans les images, de la question de l'hybridation, de la question des métamorphoses aussi, qui est évidemment centrale dans un art comme le cinéma, qui est un dispositif de l'image animée. Voilà, donc c'est parce que voilà, le cinéma, c'est pas juste des images photographiques qui se succèdent. Enfin, du moins, c'est ce qui se passe sur la pellicule, mais c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit sur l'écran, c'est la même image qui bouge. Donc, il y a cette voilà, la question de la métamorphose est centrale. Donc, le problème visuel, c'est ça en fait. C'est comment ces figures-là me permettent, en fait, malgré tout ce qu'elles pourraient avoir contre elles au départ, c'est-à-dire d'être parfois un peu cheap, comme on dit, ou d'être catalogué dans un genre du cinéma qui n'a pas toujours voilà, les faveurs de l'académie ou de la recherche universitaire, mais comment c'est aussi là qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se dit pour penser le cinéma, et qui se dit peut-être aussi justement parce qu'on a affaire à des films qui ont très peu de moyens, qui sont faits avec des bouts de ficelle et qui exigent justement beaucoup d'inventivité, beaucoup de ressorts, beaucoup de débrouillardise de ceux qui les font, et ce qui fait que justement on y trouve aussi des fulgurances. Alors ça dure parfois pas très longtemps, ça dure généralement pas la longueur de tout le film, sauf dans L'homme invisible, où là on a vraiment affaire à un très grand film, mais on a comme ça des jaillissements visuels, des saillies figuratives qui sont comparables à rien d'autre et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et c'est ces espèces de petites pépites qui sont un peu cachées dans des gaines de pierres rocheuses, voilà, un peu moins éblouissantes, qu'il m'intéresse d'aller pister. Pourquoi vous, cela fait plusieurs fois durant l'entretien que vous insistez sur cet aspect-là du fait que ça n'est pas ainsi, comment dire, ces films-là que vous évoquez, vous êtes conscient que ils ne font pas partie d'une certaine cinématographie noble, mais on est en 2022 et j'ai l'impression que
ce genre de... Je le dis avec beaucoup de provocation, bien sûr, vous avez compris. Mais je veux dire, on est en 2022 et il s'est passé tellement de choses en 30 ans que maintenant, tous les cinémas sont pratiquement, comment dire, considérés parce qu'il y a plusieurs sortes de cinéphiles et aujourd'hui, parler de Dario Argento et de dire qu'il est, il est égal à Rossellini, ça ne fait pas comment dire, ça ne fait pas pleurer. Je veux dire, les gens maintenant sont conscients que ça peut, effectivement, ça peut l'être. Donc, je suis très dubitatif sur le fait que vous évoquiez souvent cela et pourquoi Non, mais j'évoque ça parce que bon, j'ai tendance un peu à me méfier aussi du discours qui consiste à dire, alors je ne dis pas que c'est ce que vous dites, hein, mais oui. qui consiste à dire que tout se vaut ou que voilà, bon, je pense qu'il y a quand même des différences, qu'on ne peut pas tout à fait dire. Alors peut-être que j'ai tort, hein, mais je continuerai quand même de le penser. Je pense qu'on ne peut pas tout à fait dire, par exemple, que l'œuvre de Dreyer ou l'œuvre de Murnau soit comparable à celle de certains cinéastes du genre, même s'ils sont tout à fait remarquables. Bon, bon. Mais ma perspective à moi est plutôt une perspective... en fait, je n'ai pas un regard artistique sur les films. Mon regard vient plutôt justement d'une certaine pratique de l'iconologie, de certaines thèses qui sont des thèses d'Abby Warburg, dont je parle beaucoup dans le deuxième volume. C'est-à-dire que voilà, ce qui m'intéresse, c'est la migration de certaines, enfin, en l'occurrence dans ce livre-là, la migration de certaines propriétés visuelles entre des images qui sont très différentes, sans justement faire de hiérarchie entre elles, puisque moi je prends l'image, comme disait Warburg, comme un document de la culture, et donc effectivement, voilà, un film de série B peut tout à fait être mis en regard avec un film de Ford, ou un film d'Eisenstein, ou avec un tableau de la Renaissance, ou avec un timbre-poste, ou avec une illustration de comics. Voilà, donc il y a effectivement, dans la perspective qui est la mienne, hein, je partage avec beaucoup d'autres chercheurs, mais une manière comme ça de déhiérarchiser le cinéma. Mais comme je vous disais, je me méfie aussi, enfin voilà, je ne voudrais pas basculer dans le discours contraire. Je pense qu'il y a quand même des distinctions à faire. Mais bah voilà pourquoi je dis ça. Mais vous avez raison, je n'avais pas fait attention au fait que je le répétais souvent. Mais si vous le dites, c'est que c'est vrai. Et donc, du coup, ça traduit ou trahit peut-être quelque chose de plus profond. Non, mais je comprends parfaitement. Je suis aussi d'accord avec vous. Je pense que, enfin, je me verrais mal. Enfin, comment dire, je suis beaucoup plus sensible à l'œuvre de Dreyer ou de Murnau que, par exemple, à l'œuvre d'Argento. Mais en même temps, je me dis que peut-être il y a certaines choses qui ont évolué aujourd'hui et ce serait ridicule, comment dire, de ne pas considérer qu'il y a aussi ces cinéastes-là parce qu'il y a tellement de travaux et d'études, surtout à l'université d'ailleurs. À l'université, depuis que je fais cette émission, je m'aperçois qu'il se passe beaucoup de choses que je n'avais pas vues avant. Dernière question. C'est sur le 3e tome, donc qui a été édité en 2019, avec un titre extraordinaire. Nous resterons pour vivre et mourir avec les loups-garous. C'est le livre, c'est le film de 1941 de George Wagner avec entre autres Lon Chaney Jr., Claude Rains, etc. Et effectivement, c'est un livre où il y a une iconographie assez intéressante, très très belle. Ça va beaucoup plus loin même dans votre questionnement, dans votre traitement, dans le style. Et juste une simple question. Est-ce qu'il a fallu finalement ces 2 tomes pour en arriver à cela, c'est-à-dire pour aller encore beaucoup plus loin, parce que le sous-titre c'est Confession théorique. Enfin, voilà. Est-ce que c'est à un moment ou à un autre, il a fallu qu'il y ait ces 2 tomes pour pouvoir un peu plus vous libérer et aller encore beaucoup plus loin et faire un livre qui est beaucoup plus différent dans la manière aussi d'aborder certaines choses par rapport au film, par rapport au loup-garou, etc. Oui, c'est un livre qui est très différent des 2 autres. Le deuxième, bon, il se trouve aussi que la circonstance a fait que c'est un livre que j'ai écrit pour en obtenir de manière très concrète un titre universitaire aussi qui m'a permis de progresser dans ma carrière académique. Donc c'est un livre qui est fait voilà, aussi pour entrer dans un peu plus dans le moule universitaire, même si bon, on peut dire par bien des aspects qu'il ne le fait pas. Et le troisième,
disons les deux précédents, oui, et peut-être tout ce que j'ai écrit précédemment, depuis ma thèse sur Hawks, et quand j'entends votre générique, ça me fait toujours très plaisir. Le troisième tome, c'est un peu un livre dans lequel je parle beaucoup de moi, parce que je parle de mon enfance, je parle de mon père, je parle voilà, d'un certain nombre d'histoires que j'ai vécues, avec peut-être un peu d'impudeur, mais bon, c'est aussi la figure du loup-garou qui l'exige. Voilà, donc je le traque, ce loup-garou, dans les films, mais aussi dans la littérature, même dans la musique, dans la poésie. Le titre auquel que vous avez rappelé est détourné d'une formule de René Char, qui parle de vivre avec les loups. Et c'est un livre que j'ai écrit un peu à un moment donné aussi, parce que je me suis dit que, en fin de compte, souvent les théoriciens ou les chercheurs à l'université font des livres sur des sujets divers et variés, ils font ça toute leur vie, mais à un moment donné, il me semble que c'est intéressant de se poser la question on se la pose toujours, mais peut-être, disons, de la mettre sur le papier, de prendre le risque de la publier, de se dire aussi, mais finalement, quel est l'homme qui écrit ces livres-là? Pourquoi est-ce qu'on écrit les livres que l'on écrit? Pourquoi est-ce qu'on fait la théorie qu'on fait? Pourquoi est-ce que l'on pense ce que l'on pense? Alors, c'est une question évidemment très, très largement inaccessible, y compris pour moi, parce qu'il y a sans doute des tas de choses auxquelles je n'ai pas la possibilité d'avoir la moindre relation avec moi-même. Enfin, c'est très compliqué. Mais disons que voilà, il y a une part de ça malgré tout que je pouvais manipuler, que je pouvais essayer de mettre en forme, avec cette question très simple. Voilà, c'est finalement qui écrit des livres de théorie de cinéma, pourquoi? Donc, vous voyez, c'est une espèce un peu de, comment pourrait-on dire, de regard un peu en arrière, un peu comme une synthèse à un moment donné dans un parcours d'écriture au bout d'un certain nombre de livres, de prendre finalement, alors non pas ma personne comme sujet, mais plutôt le théoricien que je suis, et d'essayer de voir pourquoi il pense ce qu'il pense et pourquoi il écrit les livres qu'il écrit. Je rappelle donc trois livres édité chez Rouge Profond. D'ailleurs, je salue Guy Astig pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Le premier livre date de 2015. Ce type pour une terreur figurative, c'est L'homme invisible de James Whale. Le deuxième livre, en 2017, L'étrange créature du lac Noir, Obad, pour une zoologie des images. Et le troisième livre, où nous resterons pour vivre et mourir avec le loup-garou, ça a été édité en 2019. Je rappelle quand même aussi les illustrations qui sont toujours particulièrement apaisantes, paradoxalement apaisantes quand même, mais c'est vraiment intéressant de voir cela. Et les trois sont écrits par Jean-Michel Durafour, qui a accepté de venir. Ça a été un peu compliqué d'organiser cet entretien, mais donc j'en profite pour le remercier pour sa patience et sa compréhension. Voilà, c'était important de vous le dire. Et toutes les informations, bien évidemment, pour ces trois livres se trouvent dans le descriptif de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer et vous tomberez sur ces trois livres. Merci en tout cas d'être venu pour en parler et à très vite. Merci Samir, à très vite, à bientôt. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions. Just my rifle, pony, and me.